été chef du département de pharmacie de l'hôpital Royal Victoria de 77 à 89. Mhm. Pendant cette période, vous êtes reconnu comme un pionnier de la pharmacie clinique au Québec. Vous avez établi des pharmacies satellites et favorisé la décentralisation des pharmaciens. Expliquez-nous un peu comment vous y êtes parvenu, en quoi consistait le développement de ces pharmacies dans l'hôpital. Ben, l'approche que moi j'avais, c'est que dans un premier temps, on ne vivait pas une pénurie de pharmaciens. Au contraire, les étudiants qui faisaient leur résidence en pharmacie d'hôpital, il n'y avait pas beaucoup de débouchés en milieu hospitalier. Les gens se retrouvaient en milieu communautaire. Donc, de mon aspect que j'ai pris pour stimuler les résidents, c'est que je leur ai toujours dit, on va trouver un projet de résidence qui va être de démontrer l'importance du pharmacien en trois petits points. OK? Et démontrer l'importance du pharmacien, c'était une façon, je leur disais, ben, écoute, si tu réussis de façon adéquate ton projet de résidence, ça pourra débloquer un poste, puis si tu es intéressé, tu pourras à ce moment-là rester et de continuer à développer ce poste-là. Donc, ça a été le thème, ça a été toujours le rôle du pharmacien en trois petits points. Et on a commencé à ce moment-là, en 79-80, le premier projet, ça a été le projet en oncologie, où on avait fait les démonstrations. Mais il faut aussi comprendre que dans ces années-là, le contexte aussi, comme aujourd'hui, les hôpitaux étaient en déficit budgétaire. Donc, on était encouragé de trouver des économies possibles. Et moi, l'argumentation que j'ai présentée à la direction générale, c'est que c'est pas en coupant des postes de pharmaciens ou d'assistants techniques qu'on allait faire des économies. Au contraire, parce qu'à ce moment-là, ce que moi j'ai mon expression favorite, c'est qu'au lieu d'avoir de l'unidose, on va avoir de l'unipote. Pourquoi? Parce qu'on va prendre les pots de 1000 de médicaments, on va les envoyer à l'unité de soins parce qu'on n'aura pas personne à la pharmacie pour faire le contrôle de la distribution. Okay? Donc, en prenant cette logique-là à l'absurde, c'est comme ça que j'ai pu justifier de dire, si vous me donnez des ressources, on va faire des projets. Donc, pour l'hôpital, avoir un projet de résidence, ça coûtait presque rien parce que la résidence, les salaires étaient assumés à ce moment-là par le gouvernement. Et c'est comme ça qu'on est parti. Donc, on est parti avec l'oncologie, qui a été le premier, où on a vraiment même mesuré le gaspillage que les infirmières faisaient avec les produits. Ils reconstituaient un vial de médicaments, ils prenaient peut-être une dose, même si c'était un multidose, et la différence était jetée aux poubelles. Et quand on a commencé à calculer tout ça, on s'est aperçu que c'était des 100 000 dans ce temps-là. Donc, ça payait plus que le salaire du pharmacien et de l'assistant technique. C'est comme ça qu'on est parti avec ce principe-là. Puis après ça, on est allé dans d'autres projets. Donc, il y a eu au niveau, après l'oncologie, on est allé au niveau des soins aux cardiologie, des soins intensifs en cardiologie. On est allé aux soins intensifs néonatologie, donc on a mis un pharmacien à ce niveau-là. On a développé aussi en hémodialyse, donc le rôle du pharmacien en hémodialyse. Donc il y avait une connotation distribution au début, parce que dans chacun des postes, le pharmacien devait faire soit la préparation des produits stériles, à administrer en oncologie, administrer à la salle de cardiologie. On avait après ça une pharmacie satellite à la salle d'opération, salle de réveil. Donc ça a été les pharmacies qui avaient une connotation de distribution, mais graduellement, le pharmacien s'est intégré dans l'équipe. Et c'est comme ça que le pharmacien est devenu un peu un expert, entre guillemets. On ne pouvait pas porter le titre de spécialiste, mais ces gens-là étaient quand même très compétents dans la médication utilisée en cardiologie, en oncologie, en hémodialyse et tout ça. Donc, c'est pourquoi les médecins ont commencé à consulter de plus en plus de pharmaciens. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu les précurseurs de ce qu'on appelle la spécialisation en pharmacie. C'est rajouté à ça d'autres satellites ou d'autres secteurs. Bon, il y avait une satellite en médecine. Pourquoi? Parce que c'était à une heure de marche de la pharmacie. Après ça, ben, on a ouvert une pharmacie au pavillon Ross, parce que ça aussi, c'était extrait. Donc, c'est tous des endroits comme ça qu'on a pu favoriser. Et en tout et partout, ben, on a ouvert 10 satellites en pharmacie pour répondre aux différents besoins, là, autant cliniques. On a ouvert un centre d'information, comme un peu tout le monde à ce moment-là le faisait. Mais je vous dirais l'addition soluté, le rôle du pharmacien en alimentation parentérale. Donc en alimentation parentérale, il y avait Marjolaine Pinault, ici à Sainte-Justine, qui était un des précurseurs du côté pédiatrique. Et du côté adulte, ben, il y avait Cécile Legault,
qui a développé, c'était son projet de résidence. Et par la suite, ben, elle est restée, puis elle s'est impliquée beaucoup avec le chirurgien du temps, Harry Shisgal, qui faisait beaucoup de publications à ce niveau-là. Pour arriver à implanter toutes ces pharmacies dans l'hôpital, il fallait avoir la collaboration et des médecins et des infirmières, j'imagine. Avez-vous eu de la difficulté à avoir leur autorisation, leur approbation? Oui, un peu comme aujourd'hui, la même chose. Les médecins et les infirmières voulaient protéger leur chasse gardée. Euh, Quand on a commencé en oncologie, et un peu tous les services où il fallait, même jusqu'à l'addition de soluté, les infirmières avaient comme principe que ce qu'eux ne mélangeaient pas, ils ne pouvaient pas l'administrer. Okay? Donc, ça a été la difficulté première qu'on avait à faire face, c'était de leur expliquer, écoutez, voici notre protocole, voici comment on le fait, d'accord? Et le deuxième défi, c'est qu'à la pharmacie, on ne pouvait pas demander à des pharmaciens de faire ça. Au début, oui, mais graduellement, on a eu à développer du personnel technique, à leur donner une certaine formation, à mettre en place un protocole pour s'assurer que, même si le pharmacien n'avait pas une supervision directe, il pouvait faire l'addition aux solutés, l'addition ou la reconstitution des médicaments en oncologie pour s'assurer qu'on minimisait les taux d'erreur. Donc oui, il y a eu les côtés des infirmières, mais je pourrais vous dire qu'il y a eu un effet de boule de neige. Parce que quand on a commencé en oncologie, c'est le projet qui nous a pris le plus d'énergie, le plus de temps à convaincre les gens, surtout les infirmières. Mais ce qui était bon, c'est qu'à ce moment-là, on commençait à avoir des publications sur les effets cancérigènes parce que les infirmières reconstituaient les médicaments, mais sans hotte. Et nous, dans le projet pilote, on arrivait avec une hotte. Donc, ils se sont sentis soudainement, ben, on dit, on va être protégés. Donc, ça a été facile. Et par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré que ces infirmières-là, qui ont tellement apprécié le service, ben, le bouche à oreille nous a aidé beaucoup dans notre promotion. Ils parlaient à leur consoeurs, puis là, ben, de bouche à oreille, c'est comme ça que les gens venaient me voir. Donc, je peux dire que dans les premières années, c'est nous qui contrôlions le débit de l'implantation de pharmacies satellites et indirectement la spécialisation. Mais je vous dirais que dans mes 2, 3 dernières années, là, j'ai commencé à sentir un peu une pénurie de pharmaciens. Parce que je vous dirais qu'à peu près de 87 à 89, ces 2, 3 dernières années-là, j'avais, par exemple, le chirurgien-chef de l'hôpital qui vient me voir et il dit, ben François, j'aurais besoin de mon propre clinicien qui me suit. Parce qu'il y a une autre chose que moi, ce qui m'encourageait de décentraliser les pharmaciens et les mettre sur les unités de soins, c'est que je disais toujours aux médecins, pour vendre aux médecins, c'est plus facile que je change votre opinion tant que l'encre n'est pas sec sur l'ordonnance. Une fois que l'encre est sèche, on ne peut plus changer votre opinion. Donc, c'est comme ça qu'ils ont appris que finalement, lors des tournées, des premières tournées aux soins des patients, ben, ils ont commencé à inviter d'abord des résidents, par la suite des pharmaciens, et c'est là qu'ils parlaient, bon, mais voici le problème qu'on a avec le patient. Ils se retournaient vers le pharmacien, puis ils commençaient à dire, qu'est-ce que tu me suggères? Donc, il y a eu un stress aussi pour la pharmacie, parce que la formation peut-être n'était pas ce qu'elle est actuellement. Donc, c'était un stress pour certains pharmaciens de dire, est-ce que je me sens à l'aise d'intégrer une équipe médicale, de faire les tournées des patients, puis là, d'être mis sur le spotlight, puis de dire, bon, ben là, qu'est-ce que tu suggères? Donc, ça a été le défi que je vous dirais, là, les principaux défis qu'on a eu à faire face. Un des défis, ça a été, vous en avez parlé, vous avez délégué des tâches de plus en plus au personnel technique, mais dans les années 80, les exigences d'embauche pour le personnel technique étaient minimes. Euh, Qu'avez-vous fait pour améliorer la formation du personnel technique en pharmacie? Ben, comme je vous l'ai dit, si on voulait que les pharmaciens assument des responsabilités plus professionnelles, il fallait déléguer les tâches que j'appelle techniques, de compter les pilules, de préparer les étiquettes. Parce que quand j'ai commencé ma résidence au Royal Vic, c'est le pharmacien qui tapait les étiquettes, comptait les pilules. L'assistant technique, quelques-uns avaient le droit de toucher à des contenants, mais presque personne. OK? Donc, on partait de loin. Pourquoi? Parce qu'on avait hérité que lorsqu'on affichait des postes d'assistant technique à pharmacie ou des postes de commis à ce moment-là aussi, c'est n'importe qui dans l'hôpital pouvait appliquer. Donc, on avait des gens de l'entretien ménager, des gens à ce moment-là qui, pour eux, c'était une valorisation de venir travailler à pharmacie. Donc, une des premières choses qu'on a eu à faire, c'est que j'ai décortiqué, parce que c'était du personnel syndiqué, la description syndicale qui disait qu'il fallait avoir, la connaissance du système métrique, et deuxièmement, il y avait, je ne me souviens pas exactement de la phrase, mais qui disait que la personne devait avoir des informations et des connaissances reliées au poste d'emploi.
moi, je suis quelqu'un qui a une tête dure, puis que je suis très persistant. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est qu'avec les bureaux des ressources humaines à l'hôpital, je leur ai dit, écoute, si j'ai besoin de déléguer des tâches, à des pharmaciens, je dois compter du personnel technique qui doit avoir, dans la mesure possible, une certaine compétence. Et c'est comme ça qu'on a instauré le premier examen. Donc, il y avait un examen écrit pour connaître le système métrique, mais on a commencé à poser certaines questions, des noms génériques, des calculs de mathématiques, de milligrammes, de conversion, etc., pour voir si les gens pouvaient passer le test. Donc ça a été une première façon de déjà commencer à éliminer. J'ai eu des contestations, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas accepté. On est allé en arbitrage, on est allé en cours, et heureusement, je les ai toutes gagnées. Donc, ça a créé un premier précédent à l'hôpital qui a fait que les gens commençaient à savoir que la pharmacie, c'est pas un job pour aller prendre ta retraite puis postuler, c'est vraiment quelque chose où on avait des exigences. Donc ça a été, je vous dirais, la première étape. La deuxième étape, c'est qu'avec certains pharmaciens, on a dit, bon, si on veut commencer à déléguer surtout l'addition soluté ou, par exemple, la rédaction des étiquettes pour les ordonnances orales et tout, ben, il fallait à ce moment-là leur donner une formation. Donc, on a commencé à leur donner une formation à ce niveau-là. Donc, c'était une formation maison que nous, on avait développée. Et graduellement, cette formation maison-là, dans ma carrière, à un moment donné, j'ai été aussi sur l'exécutif de l'APES et président de l'APES. Et j'ai utilisé ça comme un de mes points lors de ma présidence, de présenter ça à différents niveaux du ministère. Et puis, j'ai défendu cette cause-là de dire, pour aider mes collègues aussi, de dire, écoutez, peut-être que moi, j'ai réussi personnellement parce que j'étais entêté, parce que je sais que plusieurs de mes collègues pharmaciens disent, moi, je ne veux pas aller là, je ne veux pas me battre contre le syndicat, puis tout ça. J'ai dit, écoute, je vais te fournir des munitions, je vais te donner mon test, puis je vais partager ça. Mais c'est uniquement quand on est allé au niveau du ministère que là, on a commencé à avoir des gens qui ont dit, oui, ça prend ça. Et le ministère était d'accord. Et c'est comme ça qu'on a développé le premier cours, je pense que c'était à Saint-Hyacinthe, au niveau du secondaire pour la formation des assistants techniques. Je crois que maintenant, la qualité de ces assistants techniques-là qui sort, elle est formidable. Puis ça permet justement d'encore plus libérer le pharmacien qu'on peut déléguer ces activités-là. Puis, par rapport à le premier programme, le premier cours qui a été offert, je pense en 86 ou 87, à peu près, oui. J'ai entendu parler qu'il y avait eu un projet pilote à l'hôpital Royal Victoria. Il y a des assistants techniques de votre hôpital qui avaient participé et qui ont ensuite. Oui, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand le programme a commencé, comme je vous dis, je ne sais pas, à Saint-Hyacinthe, moi, en parallèle, je suis très exigeant, mais j'aime bien récompenser les gens. Donc, l'entente que j'avais prise avec le personnel technique, c'est que je leur avais dit, parce qu'il y avait une classification de personnes cléricales, d'accord? C'est que c'est là qu'on avait créé le poste, ben, le titre, je pense, existait peut-être d'assistant technique, mais je m'étais battu avec l'hôpital pour dire, bon, ben écoute, c'est peut-être pas des technologistes avec un DEC, donc je ne pourrais pas leur donner ça, mais il y a moyen de trouver une nouvelle échelle à mi-chemin entre assistant technique puis un DEC qui a 3 ans de cégep. Et à l'hôpital, on avait créé ce poste-là. Donc, il y avait des gens qui venaient déjà, par exemple, on commençait à engager des gens parce qu'on avait un développement, comme vous avez vu, là, assez considérable. Donc, en plus d'engager des pharmaciens, on avait besoin du personnel technique. Je commençais à attirer des gens de l'officine, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Ils s'en venaient en milieu hospitalier. Donc, ces gens-là, parce qu'ils avaient déjà quand même une certaine meilleure compétence que le mopeur de plancher, excusez, ou d'autres personnes comme ça, à ce moment-là, on leur avait déjà donné cette classification intermédiaire-là. Le personnel qui était en place, je leur ai dit, si vous voulez avoir ce poste-là, vous allez être obligé d'aller suivre des cours. Donc, je les ai libérés, payés par l'hôpital, pour qu'ils aillent suivre la formation. Aussi, ces centres de formation-là avaient besoin d'un endroit pratique. Donc, parce qu'ils n'avaient pas à ce moment-là leur propre laboratoire. Donc, ils venaient chez nous et on acceptait à ce moment-là d'être un stage pratique, si vous voulez, pour autant le côté préparation orale que préparation stérile. Okay. Et c'est comme ça qu'on est allé chercher une meilleure reconnaissance pour le personnel, une meilleure échelle salariale pour récompenser parce qu'on leur demandait quand même des tâches additionnelles. Et pendant votre carrière de chef de département, il y a eu un important changement dans le statut
chef de département, c'est-à-dire en 80, début des années 80, Oui, c'est ça. où le département de pharmacie, ben, le service de est pharmacie organisé est devenu un département. Qu'est-ce que ça impliquait pour le chef du département? Ben, je vous dirais que ça dépend des milieux. Si je prends au niveau du Royal Vic, je- à l'hôpital, on était quand même assez avant-gardiste. Puis je dois dire que avec les succès qu'on avait eus à la pharmacie, avec les pharmacies satellites et tout, euh, le chef de service commençait à être invité aux réunions avec tous les chefs de département de médecine. Mais quand la loi a fait que le pharmacien devenait faisant partie intégrante du CMDP, ben oui, à ce moment-là, on faisait partie ce qu'ils appellent en anglais le Medical Advisory, c'est-à-dire le conseil consultatif médical à la direction. Et le pharmacien chef, à ce moment-là, était invité à toutes les réunions. Donc, on pouvait parler avec tous les collègues. Moi, je l'avais eu avant. Pourquoi? Parce que la pharmacie avant relevait du DSH. Et moi, j'ai dit au DSH, j'ai dit, j'ai rien contre toi, mais malheureusement, j'ai aucun point en commun avec tous les services que toi tu as, la buanderie, l'entretien ménager, les laboratoires. J'ai dit, le seul point que j'ai en commun avec tous ces gens-là, c'est que quand ils ont un mal de tête, ils viennent me voir pour cacher l'aspirine ou de Tylenol. J'ai dit, c'est à peu près le seul point que j'ai en commun. Par contre, le fait que j'assiste aux réunions avec les chefs de département de médecine, ben, on allait parler qu'on allait avoir un nouveau programme. Le nouveau programme impliquait une nouvelle thérapie. À ce moment-là, l'hôpital embarquait sur des greffes, transplantation cardiaque, toutes sortes d'autres programmes tels qu'un hôpital ultra-spécialisé. Donc, le pharmacien avait une plus grande part de contribution. Et c'est comme ça que j'ai pu convaincre le DSH de dire, ben, même si avant le CMDP, on se rapportait à la pharmacie comme un service au DSH, qu'en transférant avant de transférer au DSP, nous, on le faisait déjà. Mais je pense qu'une fois que la loi a été adoptée pour mes autres collègues dans les autres centres hospitaliers, oui, ça a permis d'augmenter le statut. Graduellement, je pense que si on regarde aujourd'hui en 2011, c'est ce qui a permis que la pharmacie ait maintenant un statut de clinique, département clinique, et non pas un service, c'est-à-dire uniquement à la demande des usagers. Et je vous dirais, ce qui nous aide aussi, encore une fois dans un contexte économique, parce qu'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que je suis peut-être moins clinicien que certains de mes collègues, parce que quand j'ai commencé à engager des gens, moi, l'approche que j'ai prise, c'est que je devais engager des gens qui étaient plus compétents que moi au niveau clinique. Moi, j'allais leur servir de mentor, coordonnateur au niveau administratif, mais je les laissais aller, puis je leur donnais libre champ pour développer les services cliniques. Donc, ça a été le côté administratif. Puis si on regarde, autant dans ces années-là que même aujourd'hui, peut-être même plus aujourd'hui, si on regarde le ratio, habituellement dans un centre hospitalier, au point de vue un budget, tous les départements, les salaires et bénéfices marginaux représentent à peu près 75 à 80 d'un budget d'un département, fourniture à peu près 25 pour la pharmacie, c'est l'opposé. Les salaires à peu près 25 les fournitures. Donc, l'administration de l'hôpital va vous porter d'autant plus d'attention qu'on gère maintenant des très gros budgets. C'est ce que je vous dirais de où vient l'importance. L'autre point que je pourrais dire aussi sur ce sujet-là, c'est que j'ai essayé aussi, durant toutes mes années, l'autre point, c'est que j'avais un caractère académique. On avait un peu de la recherche, je vous en ai peut-être pas parlé dans les satellites, mais ça a été une des premières institutions où on a essayé d'impliquer le rôle du pharmacien dans les études cliniques. Pourquoi? Parce que dans ces années-là, le médicament était même entreposé au bureau du médecin. Il n'était même pas en pharmacie. Donc, une des premières choses, c'est qu'il a fallu avoir des batailles, rapatrier le médicament dans la pharmacie. Une fois qu'on a ça, on a commencé à s'impliquer dans la randomisation. On a commencé à s'impliquer à ce niveau-là parce qu'on connaissait un peu plus à propos des études. Donc, ce rôle-là. Puis l'autre point que je suis fier, c'est que durant ma carrière, soit au moment où on se parle ou durant les années, c'est que j'ai formé 12 pharmaciens qui sont devenus chefs de département. Comme je dis, soit aujourd'hui même encore, je pense que Denis Bois au CHUM, c'était un des pharmaciens qui était mon coordonnateur, ou des pharmaciens qui ont quitté. Je vous parlais que 3 des 5 hôpitaux qui formaient le CUSUM, c'était des gens, parce que c'est la supervision du CHUM, mais les 2 nouveaux hôpitaux qui se sont joints au CUSUM, l'hôpital général de Montréal,
c'est Marie Pinault qui était pharmacienne chez nous, coordonnatrice qui est allée là. Puis à l'hôpital pour enfants, c'était Patricia Van der Cruz qui a quitté pour aller devenir chef. Donc c'est une autre disons de mes fiertés, de mes réalisations au cours de mes années en pharmacie hospitalière.